Le pont Riverside s'étendait majestueusement au-dessus du fleuve Colorado. En ce jour de printemps ensoleillé, des passants flânaient sur l'ouvrage, qui attirait aussi bien les touristes que les habitants grâce à sa vue imprenable. Rebecca Morgan, vétérinaire de 34 ans, profitait de l'après-midi pour promener son chiot berger allemand de 3 mois, Atlas. Le jeune mâle, débordant d'énergie et de curiosité, venait presque d'achever sa série de vaccins et pouvait désormais explorer le monde au-delà du jardin. Doucement, Atlas, murmura Rebecca avec tendresse, tandis que le chiot tirait sur la laisse. Ses grandes pattes et ses oreilles disproportionnées laissaient déjà présager qu'il deviendrait un chien imposant. Mais pour l'instant, il restait un jeune chiot maladroit et fougueux, dont la queue fouettait joyeusement le béton du pont. Ses yeux brun clair scrutaient chaque passant avec curiosité, et à chaque nouvel effluve porté par le vent, ses narines frémissaient d'excitation. Rebecca l'observait en souriant, fière de son esprit d'exploration, mais toujours sur ses gardes. Un cycliste déboula bien trop vite dans un virage, évita de justesse un piéton, déclenchant une réaction en chaîne. Effrayée par ce chaos soudain, Atlas fit instinctivement un bond en arrière. Rebecca ne parvint pas à retenir la laisse. Elle lui échappa des mains, tandis qu'Atlas, pris de panique, reculait. Son collier glissa par-dessus sa tête, et sans retenue, il fonça droit sur la rambarde piétonne. Ce qui aurait été, en temps normal, une simple barrière de sécurité, devint soudain un piège mortel. Une récente tempête avait endommagé la partie inférieure du garde-corps. L'ouverture était suffisamment large pour qu'un petit chiot puisse s'y faufiler. Rebecca ne put qu'assister, impuissante, à la scène. Atlas glissa avec les pattes arrière, ses griffes raclant le béton, ses yeux bruns écarquillés par la peur. Elle se jeta en avant, toucha son pelage, mais ne réussit pas à l'attraper. Ses doigts frôlèrent la peau douce de sa nuque, mais c'était trop tard. Un cri perça l'air. « Non !» Atlas chuta dans le vide, à travers l'ouverture. Sous lui, le fleuve Colorado rugissait. Des gerbes d'écume jaillissaient entre les rochers. Les courants tourbillonnaient sous la surface. Une chute de cette hauteur était presque certainement fatale pour un animal de 7 kilos. La foule sur le pont était figée. Plusieurs passants poussèrent des cris d'effroi. Rebecca, tremblante, restait accrochée à la rambarde, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Sur la berge, Michael Chen, kayakiste de 28 ans, se préparait pour une séance d'entraînement. La chute depuis la hauteur ne pouvait passer inaperçue. Sans hésiter, il bondit dans son kayak et pagaie en direction du point d'impact présumé. La routine fit place, en un éclair, à une urgence maîtrisée. Michael avait déjà sauvé des animaux des flots, mais jamais dans des conditions pareilles. Pendant ce temps, Rebecca courait vers la rive, le cœur au bord des lèvres. L'espoir semblait presque vain. L'impact, l'eau glaciale, le courant, trop de facteurs jouaient contre la survie d'Atlas. Chaque pas l'enfonçait davantage dans le désespoir, mais elle refusait d'abandonner. Son esprit lui disait que tout était perdu, mais son cœur criait le contraire. Et puis, l'incroyable se produisit. À environ 27 mètres en aval, une petite tête trempée émergea de l'eau. Atlas était vivant. Il nageait faiblement à contre-courant, son corps exténué, mais en vie. Les spectateurs sur la berge poussèrent des cris de surprise. Michael enfonça sa pagaie plus profondément dans l'eau, se redressa et cria « Tiens bon, mon grand !» Michael luttait contre les rapides. Il parlait d'une voix apaisante, bien qu'il sache que le chiot ne pouvait guère le comprendre. Le courant était fort, Atlas était entraîné toujours plus loin. Puis Michael aperçut un nouveau danger. Un tronc d'arbre submergé aux branches noueuses obstruait le passage, un piège mortel. Au dernier moment, une branche flottante se glissa entre Atlas et le danger, comme si elle voulait le protéger. Le chiot heurta cette branche, fut arrêté net et passa l'obstacle indemne. Michael l'atteignit, tendit sa pagaie. Atlas posa instinctivement ses pattes sur la pale. Avec précaution, Michael souleva le chiot détrempé dans l'embarcation. Intérieurement, il priait pour que le petit tienne encore le coup. Un dernier moment de frayeur suivit. Une vague heurta le kayak. Michael fit écran de son corps pour protéger Atlas, qui, comme s'il avait senti l'intention de son sauveur, resta calme et se blottit contre lui. Ensemble, ils franchirent ce passage critique et atteignirent une zone plus calme. Rebecca attendait déjà dans l'eau lorsque le kayak toucha la rive.
Michael lui tendit la petite boule de poil trempée. La queue d'Atlas tressaillit faiblement, puis il s'effondra, épuisé dans ses bras. « Il est vivant !» murmura Rebecca, les larmes aux yeux. Les secours arrivèrent. Parmi eux, le docteur James Wilson, un confrère vétérinaire. Ensemble, ils examinèrent Atlas. Aucune fracture, aucune hémorragie interne. Juste quelques égratignures, de l'épuisement et une légère hypothermie. Un miracle. Rebecca l'enveloppa dans une couverture. « C'est impossible », murmura-t-elle. Et pourtant, il était là, vivant. Et personne ne se doutait que ce n'était que le début d'une histoire qui remettrait en question tout ce que l'on pensait savoir sur les animaux et leurs liens au monde. La nuit suivant la chute, Atlas resta sous surveillance dans la clinique vétérinaire de Rebecca. Enveloppé dans des couvertures chaudes, entouré de matériel médical, le chiot reposait dans un panier chauffé. Rebecca s'éloigna à peine de lui, sa main posée sur sa petite cage thoracique qui se soulevait enfin de façon régulière. Malgré les événements dramatiques, sa récupération semblait plus rapide que tout ce que la médecine aurait pu prédire. Au matin, Atlas était éveillé, dévora sa nourriture avec appétit et ne boitait que légèrement de la patte arrière droite. « Je n'ai jamais vu ça », déclara Rebecca lorsque Mickelchen passa prendre des nouvelles. La chute à elle seule aurait dû être fatale, même s'il y avait survécu, le courant, l'hypothermie. Et pourtant, il est là, à remuer la queue. En effet, Atlas réagit avec joie en entendant la voix de Michael. Il leva la tête, dressa les oreilles. Lorsque Michael s'agenouilla près du panier, Atlas bondit, lui lécha la main et se frotta brièvement contre lui. « On dirait qu'il se souvient de son sauveur », dit Rebecca avec un sourire doux. Michael esquissa un sourire gêné. « Je suis juste content d'avoir été là. » Mais cette histoire avec la branche, c'était comme si elle l'avait sauvé exprès. « Je connais ce fleuve. Il entraîne normalement tout vers la berge, pas au milieu d'un rétrécissement. » À cet instant, Atlas se redressa dans le panier, ses oreilles se tendirent. Son regard se tourna vers la fenêtre. De sombres nuages s'amoncelaient soudainement dehors. « C'est étrange », murmura Rebecca. Aucune pluie n'était annoncée. Quelques minutes plus tard, un orage éclata soudainement sur Riverside. C'était comme si Atlas avait ressenti le changement avant que le ciel ne montre quoi que ce soit. Au cours des jours suivants, Rebecca observa d'autres phénomènes étranges. Atlas se postait devant la porte avant que quelqu'un ne sonne. Il s'asseyait près de sa gamelle vide avant qu'elle ne s'en rende compte. Et plus d'une fois, il lui apporta son téléphone, quelques secondes avant qu'un appel ne retentisse. Même le facteur fut surpris de le voir déjà attendre à la porte, bien avant que sa camionnette ne soit visible. « Coïncidence », se dit d'abord Rebecca. Mais le schéma se répéta trop souvent pour que ce soit le fruit du hasard. Elle commença à tout consigner. Heure, circonstances, réaction. Tout indiquait une perception accrue, un lien intuitif avec son environnement, dépassant les simples instincts. 2 semaines après la chute, elle osa retourner au bord du fleuve avec Atlas. Elle évita délibérément le pont, mais à peine approchèrent-ils qu'Atlas s'agita. Soudain, il se dégagea et courut vers une zone herbeuse et dense près de la rive. Rebecca le poursuivit, haletante. Atlas grattait frénétiquement le sol et gémissait. En s'agenouillant, elle perçut un faible miaulement. Sous une caisse en bois renversée, à moitié submergée, se trouvait un sac en plastique. À l'intérieur, 3 chatons trempés, âgés d'à peine 1 semaine. « Oh mon Dieu !» souffla Rebecca. Elle les enveloppa aussitôt dans sa veste et appela le docteur Wilson. Lorsqu'il arriva, il demanda « Comment les as-tu trouvés ? On ne peut pas les voir depuis le sentier. »« Ce n'est pas moi, » répondit Rebecca en regardant Atlas. « C'est lui. » Il savait. Les chatons survécurent de justesse. À la clinique, Rebecca observa son chiot s'installer près de l'incubateur, attentif mais calme. On aurait dit qu'il voulait s'assurer que ses petites vies soient sauvées. Il tapotait doucement la vitre du museau, comme pour les rassurer. La température, la respiration, il semblait tout percevoir de manière intuitive. Cette nuit-là, Rebecca commença à tenir un journal sur Atlas. Chaque nouvel événement inexplicable y était noté. Elle y décrivait les conditions météorologiques, ses réactions à des stimuli invisibles et sa manière presque humaine d'anticiper la douleur ou le danger. Ces notes remplirent rapidement plusieurs pages. Le docteur Wilson, d'abord sceptique, devint plus attentif après la découverte des chatons.
Lorsqu'un vieux chat, semblant souffrir de symptômes bénins, fut amené pour un contrôle, Atlas devint agité, gratta la table et grogna doucement. Un examen plus poussé révéla une tumeur interne à un stade précoce. Rebecca en fut bouleversée. Elle commença à comprendre que sa chute du ciel n'était pas qu'un miracle de survie, mais une transformation. Quelque chose s'était éveillé, quelque chose que sa formation scientifique ne pouvait expliquer. C'était comme si, à travers cette expérience, Atlas avait accédé à un niveau de conscience normalement inaccessible aux chiens, voire même aux humains. Et ce n'était que le début. Chaque semaine, le comportement d'Atlas devenait plus remarquable. Rebecca ne l'observait plus seulement comme une maîtresse, mais avec la curiosité critique d'une scientifique. Les indices selon lesquels le jeune berger allemand possédait des facultés inexplicables par l'instinct ou l'expérience s'accumulaient. Elle entreprit de documenter systématiquement chaque événement. L'heure exacte, les circonstances, la réaction d'Atlas, le résultat. Bientôt, des pages entières furent remplies d'observations, certaines claires, d'autres presque inexplicables. Dans un cas particulièrement frappant, alors qu'elle effectuait un simple contrôle de routine sur une chatte apparemment en bonne santé nommée Shadow, Atlas sauta soudain de sa place. Il gratta la table, gémit et fixa Rebecca avec insistance. « Quelque chose ne va pas », dit-elle au docteur Wilson. Celui-ci recommença l'examen et découvrit un rétrécissement intestinal précoce et encore asymptomatique, une condition potentiellement mortelle. Sans Atlas, cela serait resté invisible. Le docteur Wilson, habituellement adepte des chiffres et des protocoles, resta sans voix devant les résultats. La nouvelle se répandit à Riverside comme une traînée de poudre. Les voisins vinrent voir Atlas. Des enfants lui apportèrent des dessins, le représentant en super-héros. Le journal régional publia un article intitulé « Le chiot miracle du pont de Riverside ». Des photos d'Atlas, de son sauvetage et de ses découvertes accompagnaient le reportage. Michael Chen, devenu un proche ami, proposa de retourner au fleuve. C'est là que tout a commencé. Il y a peut-être encore des choses à découvrir. Ils se rendirent ensemble sur la berge. Atlas ne montra aucune crainte de l'eau. Au contraire, il resta immobile, fixant le courant comme s'il pouvait voir au-delà des apparences. Soudain, il s'élança, non pas vers l'eau, mais vers une famille en pique-nique. Arrivé près d'eux, il se mit à aboyer vigoureusement. Son attitude n'était pas agressive, mais semblait alarmante, comme s'il essayait de transmettre un message. Rebecca l'appela, mais lorsqu'elle comprit ce qui se passait, elle eut un frisson. Un petit garçon venait de sortir des noix enrobées de chocolat pour en donner aux chiens de la famille. Rebecca s'écria, horrifiée. « Le chocolat est toxique pour les chiens. » La famille, choquée, expliqua que le contenant était fermé. Atlas ne pouvait ni voir ni sentir ce qu'il contenait. « Comment a-t-il su ?» demanda la mère interloquée. Le soir même, le docteur Wilson se présenta à la clinique. Il avait fait des recherches, contacté des collègues. « Nous devons documenter tout cela. Ce que nous avons ici pourrait bouleverser notre compréhension de la perception animale. » Ensemble, ils contactèrent la docteure Elena Reeves, spécialiste en cognition animale à l'Université d'État du Colorado. Elle arriva 3 jours plus tard. Dès la première heure, elle comprit qu'Atlas était différent. La docteure Reeves examina Atlas avec une équipe pluridisciplinaire. Tests, mesures, études comportementales. Et Atlas ne se contenta pas de réussir. Il dépassa toutes les attentes. Il localisait des objets dissimulés sans les voir ni les sentir. Il réagissait à des champs électromagnétiques avant même que les instruments ne les détectent. Lors d'un test, il identifia une urgence médicale chez un assistant, bien avant l'apparition de tout symptôme. L'homme fut conduit à l'hôpital. C'était un début d'infarctus. « Ce chiot est exceptionnel », déclara la docteure Reeves. « Il ne s'agit plus simplement de comportement animal. Nous parlons ici de conscience, de perception sur des niveaux que nous n'avions jusqu'ici abordés qu'en théorie. » Elle documenta minutieusement ses réactions, formula des hypothèses qui remettaient en cause tout ce que l'on pensait savoir sur la cognition animale. Rebecca était fière, mais aussi inquiète. Les médias commencèrent à s'intéresser à Atlas. Demandes d'interview, reportages, invitations. Mais elle le protégea. Ce n'est pas un objet d'expérimentation. C'est un être vivant. Cette agitation l'angoissait. Elle ne voulait pas que le don d'Atlas devienne un spectacle. Mais la pression grandissait,
au rythme des nouvelles histoires relayées. Elle comprit néanmoins qu'Atlas possédait un don, et qu'il était peut-être temps de l'utiliser pour faire le bien. Elle en parla à Michael et à la Dr. Reeves. Ensemble, ils mirent en place un cadre éthique. Atlas pourrait aider, mais jamais sous contrainte. Aucun test, aucune expérimentation sans son consentement implicite. Dans un moment de calme, alors qu'Atlas dormait sur son coussin préféré à la clinique, Rebecca reprit son journal et écrivit « Il voit ce que nous ne voyons pas. Il ressent ce que nous ne ressentons pas. Et peut-être, juste peut-être, il perçoit plus que nous ne pourrons jamais espérer comprendre. Son regard me transperce parfois, comme s'il avait accès à une vérité qui nous échappe. » Elle le caressa doucement. « Quoi que ce soit qui se soit éveillé en toi, mon grand, cela changera le monde, et je serai à tes côtés. » Et elle savait que ce n'était que le commencement. Les mois passèrent, et Atlas devint un magnifique berger allemand. À 6 mois, son corps s'était renforcé, son regard était plus concentré, et ses facultés s'étaient encore affinées. Les phases de jeu enfantin cédaient peu à peu la place à une vigilance calme. Ses sens semblaient aiguisés, comme s'il percevait des signaux imperceptibles aux autres. Le docteur Reeves, dont l'équipe de recherche ne cessait de grandir, fit appel à des experts en neurologie, en comportement animal et même en physique quantique. Leurs analyses menèrent à une conclusion stupéfiante. Atlas pouvait détecter de subtils champs électromagnétiques, percevoir les modifications biochimiques chez les êtres vivants et même anticiper certains événements avant qu'ils ne se produisent. Son cerveau fonctionne sur un niveau que nous ne connaissions pas encore, déclara-t-elle lors d'un congrès. Mais Rebecca restait prudente. Malgré la notoriété croissante, reportages à l'échelle nationale, sollicitations de centres de recherche, projets de documentaires, elle protégeait Atlas. Elle n'acceptait que des contextes contrôlés, dans lesquels il n'était jamais exploité. Le bien-être d'Atlas demeurait la priorité absolue. Par une douce journée de printemps, Rebecca emmena Atlas au lac Carson. Le lieu était animé, plein de monde. Elle voulait simplement qu'il puisse jouer. Atlas courait dans l'eau, semblait détendu, jusqu'à ce qu'il s'immobilise soudainement. Son regard se dirigea vers la zone de baignade. Sans avertir, il s'élança, plongea dans les eaux profondes et nagea avec détermination. Une fillette avait coulé. Personne ne savait exactement où. Des sauveteurs plongèrent, mais Atlas fut plus rapide. Il atteignit un point, plongea et réapparut, tenant la chemise de l'enfant dans la gueule. Il la maintint prudemment hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. Elle avait eu une crise dans l'eau. L'histoire devint virale. Atlas fut salué comme un héros. Rebecca, elle, restait silencieuse. Une inquiétude grandissait en elle. Atlas allait-il souffrir de cette attention constante? Le docteur Reeves la rassura. Il connaît ses limites mieux que nous. Il n'agit pas par obligation, mais guidé par une connaissance intérieure. Et elle avait raison. Atlas ne montrait aucun signe d'épuisement. Au contraire, il semblait trouver un certain accomplissement dans ses moments de sauvetage. 6 mois plus tard, un matin, Atlas réveilla Rebecca. Il était assis bien droit, les yeux graves. Rebecca suivit son regard en direction des montagnes. Quelque chose s'était produit. Elle rassembla quelques provisions et le suivit. Il la guida à travers des sentiers denses. Des heures s'écoulèrent jusqu'à ce qu'il tombe sur une voiture abandonnée. Une demi-heure plus tard, ils trouvèrent une femme inconsciente. Une photographe, blessée lors d'une randonnée. Sa cheville était fracturée, son téléphone détruit. Rebecca lui prodigua les premiers soins. La femme murmura « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souhaité qu'un berger allemand me retrouve. » Cet événement ouvrit de nouvelles pistes pour les recherches du docteur Reeves. Atlas réagissait-il uniquement à la détresse? Ou pouvait-il percevoir des pensées conscientes? 1 an après sa chute, Atlas revint avec Rebecca au pont de Riverside. Tranquillement, il s'avança jusqu'à l'endroit où sa vie avait failli s'achever. Il s'assit et fixa les profondeurs. Les minutes passèrent, puis il posa sa patte sur le cœur de Rebecca, et elle sentit quelque chose. Un flux, une compréhension, une connexion. Dans son esprit surgirent des images, des émotions. Elle vit l'eau, en ressentit les mouvements, perçut la vie, l'énergie, le temps. Lorsqu'elle sortit de cette transe, clignant des yeux, Atlas se tenait calmement devant elle. Le docteur Reeves avait tout observé. Des larmes brillaient dans ses yeux.
Il partage sa perception. C'est une transmission de conscience. Dans les mois qui suivirent, ils mirent en place un programme éthique. Atlas aidait les secours. Jamais forcé, toujours volontaire. Son don était utilisé avec précaution. Pour son 2e anniversaire, il reçut une distinction. Rebecca se tenait à ses côtés. Le soir venu, elle s'assit avec lui au bord de la rivière. Le soleil se couchait. Elle posa la main sur son épaule. « Peut-être étais-tu destiné à tomber, pour te relever et nous apprendre à voir. » Et Atlas la regarda, avec un regard qui contenait bien plus que de la gratitude. Un nouveau chapitre venait de commencer.